le bon travail à faire au tout début d'un mandat, c'est de trouver est-ce que les données qu'on a actuellement ont du sens. Pas un terrain qui vaut 2 millions, puis là, tu essaies d'avoir 5 millions. J'envoie ça à mes clients. Qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Richard, as-tu fait les chiffres? Là? Ça n'a pas de bon sens ce que tu me donnes. Là. OK? Mon coffre d'outils, mais les gens avec qui j'amène avec moi, OK, vont me donner des informations, OK, que personne d'autre va te donner. OK? Ça fait 30 ans que tu es dans le marché. Bonjour Richard, merci d'être venu sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, juste pour que l'audience comprenne un peu qui tu es, ce que tu fais, puis quel type de client avec qui tu travailles? Merci Swan de m'inviter à ton podcast. Mon nom est Richard Sauvé, courtier immobilier agréé, courtier depuis, j'ose peut-être pas dire 30 ans, tiens, on va le dire. Donc, 30 ans, strictement commercial, même si ma licence est commerciale et résidentielle, mon expertise est dans l'immobilier commercial depuis 30 ans. Donc, impliqué avec des promoteurs immobiliers, l'industriel, les 4 piliers vraiment de l'immobilier commercial, l'industriel, le bureau, le multirésidentiel et le retail sont pour moi mes secteurs de prédilection. En plus, je représente souvent des propriétaires, donc un propriétaire de bâtiments dans ces catégories-là, ou du terrain aussi. Bon, maintenant, est-ce que c'est un terrain multirésidentiel, un terrain industriel? Tu m'as parlé tantôt, tu disais, est-ce que tu fais de la location? Ouais, Oui, exact. je vais faire de la location, mais je vais faire souvent, c'est du sur demande. Tu comprends-tu? C'est un client qu'on connaît, c'est un client qui... Mais j'ai des exemples où, mettons, on me téléphone, j'ai un local de 1000 pieds carrés à louer sur la rue Saint-Denis à Montréal. Je suis pas le bon gars pour ça. Ouais, c'est un peu petit, quoi. C'est plutôt, j'ai un centre d'achat commercial que je veux vendre qui est vacant. Je veux que tu m'aides, on va le louer, puis on va le revendre après. Ça c'est un dossier qui m'intéresse. On voit de plus en plus, j'avance vite, là. Pas de stress. Tu as, mettons, un exemple. C'est quand même assez clair. Du coup, tu sais, comme tu es quand même assez clair, ça, tu peux y aller, tu peux débuter. OK. Tu sais, mettons, un centre d'achat qui est... On a vu plusieurs au cours des dernières années, un peu moins depuis peut-être 6 mois, 1 an, mais suite à la pandémie, on a vu le retail eu un bon, comment on dit, un bon coup sur le nez, dans le sens que il y a eu beaucoup de vacances. Ouais. Et les propriétaires de centres d'achat se demandaient qu'est-ce que je fais avec ce bâtiment-là. C'est un éléphant blanc. Maintenant, donc, quand ils m'abordent, vendre un bâtiment, un centre d'achat commercial vacant, c'est quoi la valeur? Ouais. OK? Il n'y a pas de revenu net parce que tu sais que ce soit dans du multi, dans l'industriel, on regarde le revenu net, on le capitalise, le revenu net pour obtenir une valeur économique. Ouais. Je suis la méthode. Là, on a un bâtiment qui est vacant, donc on vend ça en vrac. C'est un terrain avec un bâtiment. Il y a peut-être une autre utilisation qu'on peut faire de ce bâtiment-là. Donc, on peut démolir et on peut construire de l'industriel si le zonage fonctionne. Est-ce que je vais faire du multirésidentiel? Ce sont les 2 derniers industriels et multirésidentiels. C'est vraiment ce qui est hot actuellement. C'est ce qui nous est demandé. Parce que là, je parle de location ou on parle de vente, mais on peut parler aussi d'investissement. Donc, tu as l'acheteur, l'investisseur, qui, lui, veut simplement... On a vu des Luc Poirier arriver avec un immense terrain et qu'il il a vendu au gouvernement pour son Nordvolt. Ouais. Et donc, lui, c'est un investisseur. Donc, c'est pas lui qui opère le commerce. Il y en a beaucoup d'investisseurs comme ça, qui ont l'argent et qui veulent acheter un bâtiment, changer la vocation et soit construire, louer et revendre, faire
tu sais, Subdivision aussi, là. added value. Tu sais, ils Ouais, veulent ajouter de la valeur à, à l'immobilier. OK? Comment on ajoute de la valeur? C'est souvent en changeant de zonage. OK? Donc, et changer le zonage sur la grille de la ville, c'est peut-être pas indiqué. On parlait d'un centre d'achat. ouais. C'est pas indiqué sur la grille que tu peux faire du multirésidentiel. Parce qu'à la ville, ils vont dire, ouais, tu veux faire du multirésidentiel, tu as un terrain de 300-400 000 pieds. C'est quoi? Tu vas faire un bâtiment, 5 bâtiments, quelle hauteur? C'est quoi le stationnement? C'est quoi les Oh. accès? C'est quoi les services? Tout ça, ça doit être pensé avant de se présenter à une ville. Tu sais. C'est Donc, des frais surtout que les investisseurs ils doivent prendre en compte pour faire ses plans et permis, du coup. c'est exactement. Il y a beaucoup de frais associés à ça, se préparer. Et souvent, l'acheteur va dire oui, je suis intéressé, mais je veux attacher le terrain avant. Je ne vais pas investir 100, 200, 500 000 de plans et de vie avant de savoir que je vais avoir la possibilité de l'acheter à un Ouais, prix déterminé. exact. Donc, voilà la job. Parce qu'il y a quand même un délai énorme pour pouvoir faire ces démarches-là avant de pouvoir acheter. Puis toi, si tu es acheteur, tu vas pas commencer à mettre tout l'argent. Puis après, un an plus tard, quand tu as fini tes démarches, le vendeur, il fait bon, merci, next. Ouais, tu es bien gentil, merci beaucoup. Finalement, c'est toi qui me dis quoi faire, monsieur l'acheteur potentiel. Maintenant, je te laisse tomber et là, je m'en vais au marché puis je vais le vendre plus cher. Donc, tu as fait le travail, tu as payé pour et moi, j'en bénéficie. Donc, souvent, j'avais entendu l'expression tu veux avoir tel prix pour la propriété, l'acheteur, investisseur, tu veux avoir tel prix? Parfait. Je m'en vais te donner ton prix, mais tu vas me donner le temps pour Mhm. faire mon projet. Exact. Changer le zonage ou pour obtenir le fameux plus-value sur le terrain. Ouais, je comprends. Donc, l'idée donc, on revient à les différents secteurs et on peut être investisseur dans tout ça. Donc, l'immobilier commercial, on le sait, la valeur est obtenue par un revenu net. Yes. OK? Donc, on y va par en arrière. Et là, l'investisseur, c'est ce qu'il fait. Il va changer le zonage et il va obtenir un proforma Ouais. entre... Parce que la valeur d'un terrain, c'est toujours la valeur économique, OK? Donc un revenu net potentiel divisé par un taux de capitalisation. Donc, voici ma valeur économique. Voici le coût de construction. De là, toi, tu interviens comme Mhm. compagnie, comme constructeur. Ouais, La différence entre les deux, voilà la valeur du terrain. exact. OK? Tu dis que le terrain vaut 5 millions. OK? Si j'obtiens ce zonage-là et si je fais Je suis capable de de faire mon tel, projet. tel type de revenu, voici ma valeur future, moins mon prix de construction. Voilà. Fait que si, mettons, une valeur économique de 5 millions et ça me coûte 3 millions construire, je ne peux pas payer bien plus que 2 millions. OK? Mhm. Donc, ce travail-là, le courtier, de là, on vient à notre job, à nous autres. Ouais, Le courtier, en tant que tel, doit comprendre et saisir ces éléments-là, OK, pour établir sa valeur. Mhm. Si ton client, sur le terrain de mon exemple, de 5 millions de valeur future, moins 3 millions de construction, 2 millions, le gars va avoir 5 millions pour le terrain. Attends une seconde. Là. Tu veux obtenir aujourd'hui pour ton terrain 5 millions quand le futur, c'est 5 millions et la Et il n'y a construction n'est rien de pas faite. construit là-dessus. Exactement. Donc, c'est à nous, comme courtier, d'expliquer à notre propriétaire du terrain en question ou le centre d'achat vide Mhm. cette mathématique-là. Ouais, en gros, toi, ta job, c'est de leur expliquer que ta propriété, ton terrain, on va le mettre sur le marché à tel prix parce que tel critère, tel critère, tel critère justifie tel prix de vente au moment actuel. Si tu veux vendre plus cher, il faut que tu ailles faire les démarches que ton Ah, acheteur peut. voilà. Tu dis à ton propriétaire, OK, fais-les, toi, toutes les démarches. OK? Et fais-la la construction. OK? Mhm. Obtiens le revenu net en bas de la ligne, le dernier revenu. Et là, quand tu auras ce revenu-là, on va le vendre telle valeur. Exact. OK? C'est avoir. Tu ne peux pas avoir les deux. Là. Ça dépend de l'implication que tu es prêt à mettre dans ton projet, si tu veux juste vendre ton terrain ou si tu veux commencer à devenir un développeur en soi. Mais souvent, on revient
les liens qu'on a, nous, les courtiers, avec des gars comme toi. OK? De dire, écoute, Swan, peux-tu m'aider? Voici le projet que je travaille. Qu'est-ce que tu en penses comme coût de construction? Tu n'es pas obligé de me faire un rapport de 300 pages, mais tu es capable, toi, déjà avec ton équipe, d'établir les vraies valeurs. Je construis de l'industriel, flex, 30-38 pieds de hauteur, occupation au sol, 33-40 puis mon terrain, il n'est pas contaminé et le zonage est en place. Voici ce que ça va me coûter, Richard. Tu me dis ça, Exact. parfait. Moi, je prends cette information-là, je le mets dans mon Excel et là, je suis capable la valeur future, ça, c'est facile parce que je m'en vais dans mes comparables. Avec CoStar ou avec tous les comparables qu'on a, on obtient des comparables et j'ai la valeur économique, OK, j'ai mes comparables qui me donnent une valeur future, j'ai mon coût de construction et voilà, ce qui reste, c'est le terrain. Ouais, du coup, maintenant, là, tu peux guider ton vendeur, lui donner les informations dont il a besoin pour faire sa vente, justement. Parce qu'on a et souvent, on a des constructeurs qui ont déjà en main des acheteurs d'investissements futurs, OK, qui veulent acheter un terrain et on a les locataires, OK, donc on appelle ça un build to suit. Donc, j'ai déjà une poignée de clients qui veulent s'établir dans le secteur, OK? Mettons, on parle d'industriel maintenant. OK? Dans le cas du multirésidentiel, on sait qu'il manque de loyer, de logement. Donc, je vais en avoir des locataires. Ça, je vais en avoir. Des locataires industriels, bien, ça, j'en ai moins, mais il y en a toujours qui vont. Et on connaît les prix de location de ces espaces-là aujourd'hui. Surtout que j'ai cru comprendre aussi que dans l'industriel montréalais, en tout cas dans le Grand Montréal, ça se loue quand même bien dès que tu es dans la classe A plutôt que dans des classes B ou du C. Dès que ton plafond il est plus haut, dès que tes dalles sont bien faites, dès que tes zones de chargement sont bien réfléchies, je trouve, de ce que j'ai compris, ça se loue quand même bien. On a un marché pour ça aussi, OK? C'est sûr, ça se loue combien? 20$ net ou 10$ net? Ça, j'en ai toujours des locataires qui veulent le loyer, le flex de 38 pieds, tout récent, mais ils veulent payer pour du B, tu comprends? Ça, il y en a toujours, là, OK? C'est à nous, comme courtiers, de classifier ces gens-là. OK? Mais oui, il y a des locataires industriels. J'ai des locataires au niveau résidentiel. On a des investisseurs qui sont prêts à acheter le bien, l'immeuble déjà loué qui obtient des revenus solides. Et c'est sûr que le taux de capitalisation, c'est-à-dire que le taux que je prends avec un locataire, ça c'est un autre, un locataire triple A versus un locataire B. Ouais, c'est OK, vrai, je parle industriel maintenant. OK, tu peux avoir une entreprise de renom. Le gouvernement du Canada qui te signe un bail de 20 ans. T'es safe. OK, mon taux de capitalisation va être très agressif et va me donner une grande valeur. On le sait, taux de capitalisation bas, je vais être capable d'obtenir une meilleure valeur. Maintenant, entre le gouvernement du Canada qui te signe un bail de 20 ans et le locataire qui est en affaires depuis 1 an et qui a une petite historique à peine de crédit, c'est pas le même prix. C'est pas le même taux de capitalisation. Tu as beau avoir le même bail au même prix, c'est même pas le taux. Fait que on comprend que la valeur finale d'un bien immobilier, je parle dans l'immobilier commercial, le même revenu, on va obtenir un taux de capitalisation beaucoup plus, je vais appeler agressif, donc un taux bas pour obtenir une meilleure valeur. On comprend toujours, c'est ça, là. Un revenu net divisé par 5 ou un revenu net divisé par 7 parce que ce 7 c'est moins de valeur que quand je prends le même revenu, je le divise par 5 Je donne ça pour ceux qui écoutent puis qui sont dans le business. Qui sont en business. Le gars, la personne d'expérience comprend ce que je veux dire, mais quand on commence dans l'immobilier, c'est ça qui va driver beaucoup. Calculer tes cap rates, comprendre d'où tes valeurs exactement, viennent. Le fameux cap rate qui s'appelle en français le taux global d'actualisation. OK. Puis, du coup, là, on a parlé beaucoup d'industriels. Tu fais beaucoup d'industriels. Oui. Du coup, est-ce que tu représentes souvent tu m'as dit, des développeurs
qui veulent construire ou des gens qui veulent acheter le terrain, des gens qui veulent vendre leur terrain, un Tout peu le tout. monde sont tous là. OK. OK? L'utilisateur final, qui est une compagnie de plastique ou une, une compagnie manufacturière, Mhm. peut décider, elle-même de construire pour son utilisation, OK? Donc, va être propriétaire, ou tu as l'investisseur, c'est-à-dire que tu as un bâtiment qui appartient à un fonds d'investissement, qui peut être une compagnie d'assurance vie, qui peut être un fonds, Ben, comme les un REIT. Rosefellow, Brasswater, toutes ces Exactement. compagnies-là, Oui, par exemple. exactement. Ou d'autres entreprises, des REIT qu'on appelle Real Estate Investment Trust, Ah ouais, qui OK. sont propriétaires du terrain et de la bâtisse, et leur seul objectif, c'est de trouver un locataire. Mhm. OK? Donc, on navigue dans tout ça. Là, OK? Peut-être que pour le commun des mortels, ça semble être. C'est jamais. Il n'y a pas un jour que c'est pareil. Si quelqu'un veut faire carrière dans cette business-là, il n'y a pas un deal de pareil. Ouais, parce que ça dépend de la zone dans laquelle tu es, ça dépend du zonage, ça dépend avec quelle ville tu négocies, ça dépend avec qui tu parles. Il y a tellement de variables dans ce processus-là que, oui, au moins avoir l'expérience, tu sais à quoi t'attendre, avoir négocié dans cette ville, tu sais dans quoi tu t'embarques, d'où l'avantage d'embaucher quelqu'un d'expérience comme toi, par exemple. Bien, c'est ça que tu as en bonus. OK? Souvent, les gens disent ouais, mais tu charges telle commission ou tu vas faire des honoraires de temps. Faut regarder tout ce qu'on amène. Le bon courtier, OK, bon, moi, j'ai les désignations SIOR, CCIM, mais le bon courtier a quand même avec lui une équipe. OK? Ouais. Une équipe de quoi? On peut parler d'équipe de hockey parce qu'on a une belle équipe de hockey, mais c'est un coach. OK? C'est-à-dire qu'il a sur son banc un constructeur ou plusieurs constructeurs, différentes spécialisations. J'ai des comptables, des avocats. Il y a aussi des biologistes, des urbanistes, des architectes. Des gars qui font faire les tests de sol. Les tests de sol, oui, des compagnies de sol, puis des biologistes. Ouais. Ça fait partie de notre coffre d'outils. Okay? Exact. Donc, quand on nous engage, OK, non seulement, je ne calcule pas l'expérience passée, l'expérience où j'ai travaillé pendant 2-3 ans sur un projet, je donne un exemple de mini-entrepôt. On a vendu l'an passé, en 2024, fin 2024, des projets de mini-entrepôt. 3 projets de mini-entrepôt qui étaient dans le 2 ans en processus de construction. OK? Ouais. Donc, en processus de construction, en processus de location. Donc, il fallait que j'apporte avec moi les différentes expertises. Tu comprends-tu? En sachant que l'acheteur va aller dans une institution financière, on parlait d'une transaction de 32 millions. OK? Mm-hmm. Pour Donc, 3 mini-entrepôts? Pardon? Pour les 3 mini-entrepôts? Oui. Ah, quand même. Ça a fini à 28,5. OK, quand même. OK? Donc, c'est une entreprise américaine qui venait de s'établir dans l'Ouest canadien et qui n'avait pas de pied à terre encore ici et qui voulait avoir un projet. On avait 1000 portes, 990 portes. Donc, il voulait avoir un certain volume. Ouais, Acheter un mini-entrepôt de 10 portes ou de 100 portes, c'était pas ça l'objectif. Ouais. Ça étant dit, donc, j'ai fait partie du processus. C'est pas moi qui ai coupé le 2x4 puis qui a posé le bardeau, mais on m'a consulté au fil du processus. Parce que tu as ton réseau, comment le monde. Est-ce que je loue tout de suite? Est-ce que je vends le terrain avec le zonage? Est-ce que je commence la construction? J'ai un grand terrain. Est-ce que je construis 50 100 À chaque fois, on a été mis à contribution avec le promoteur pour trouver, parce que le promoteur n'était pas non plus quelqu'un d'expérimenté. Dans la mise en marché de cette grosseur de projet-là. Donc, quand je parle de coffre d'outils, on amène avec nous ces items-là. Justement, si je suis ton client, je suis un client, quelle question qu'il faut que j'aille poser? Je suis un client qui a quelque chose à vendre. Tu sais, tu peux pas non plus aller choisir n'importe quel courtier. Il faut que tu poses certaines questions, que tu saches si ton courtier est bon. Tu sais, est-ce que tu pourrais nous aider un peu, nous guider supposons que j'ai un terrain, zonage industriel, je peux construire une bâtisse neuve par-dessus. Moi, je pense que si j'étais dans les souliers du propriétaire de ce terrain-là, j'irais faire des recherches sur le type de courtier qui fait ce type de projet-là. OK?
Donc, je prends des différentes firmes de courtage. Il n'y a pas 100 firmes de courtage commercial au Québec. Il y a peut-être 5 grandes boîtes, il y a peut-être 7, 8. Il n'y a pas 10 grandes boîtes de courtage commercial. Donc, je m'en vais dans ces boîtes-là, je regarde les courtiers qui sont actifs peut-être dans mon secteur, je regarde les courtiers qui sont actifs dans le type de produit que je veux. Ouais, exact. Et je leur demande de me faire une offre de service. Voici mon terrain, telle adresse, tel emplacement, voici le certificat de localisation. Faites-moi une offre de service pour d'ici 2 semaines. Puis, une fois que tu as reçu les 1, 2, 3, 4 offres de service, tu en prends connaissance, toi et ton équipe. Tu en choisis un ou deux, tu les rencontres et tu en choisis un. OK? Voilà parce que c'est pas vrai que comme propriétaire de terrain, que je vais prendre mon terrain, tiens, occupe-toi de ça, puis tu n'entendras plus parler. Le bon courtier va t'appeler 1001 fois. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On va là. On va-tu à gauche? On va-tu à droite? Exact. On fait-tu faire des tests de sol tout de suite? Est-ce que je fais un plan d'urbanisme tout de suite? Est-ce que je fais des plans d'architecte? J'ai-tu de la biologie à faire? Est-ce que j'ai des grenouilles ou des couleuvres sur mon terrain? Mon zonage, est-ce que le zonage, la grille que j'ai, a été mise à jour? Est-ce que j'ai rencontré la ville? OK? Les tests de sol sont-ils bons pour l'industriel, le résidentiel? Qu'est-ce que je fais? Parce que le bon urbaniste va faire un highest and best use. Quelle est la meilleure utilisation pour mon terrain? Et qui va être accepté par la ville. Peut-être que si je fais 5 maisons unifamiliales sur mon terrain de 100 000 pieds, est-ce que c'est la même affaire que de faire 300 logements? OK? Tu sais? Quels sont les avantages et les inconvénients? Faire le travail que je viens de te dire, le scénario, je fais effectivement un multirésidentiel, 300 logements. Quel prix je pourrais espérer obtenir pour mon terrain avec ce projet-là? Ah, peut-être que c'est du retail. Si j'ai un petit terrain de 20 000 pieds, peut-être que je vais faire sur un coin de rue avec des accès. On appelle ça dans le retail, c'est going to work, back from work. OK? Donc, ça, je peux me faire peut-être un McDo sur le coin, un Starbucks, un Tim Hortons. Il y a le retail qui rentre dans ça. Surtout le genre de qualité de client, de locataire que tu peux avoir. Fait que tout ça est mis quand tu vas proposer ton terrain à différents courtiers. Tu vas avoir des commentaires comme ça. Et tu dois choisir quelqu'un avec qui tu t'entends bien. OK? Est-ce qu'il y a une équipe qui travaille avec? Est-ce qu'il y a de l'expérience? Le prix devient secondaire. Souvent, les prix vont se ressembler. Là. Okay? Les commissions sont connues. Là. Les commissions sont connues. Essayez de dire, écoute, lui, il me charge 5 puis lui, il me charge 4 écarts. Pourquoi? Est-ce que vraiment 4 écarts? Est-ce que j'en veux un? Tu suis bien de mettre 0. Mets-les, toi, mets ta pancarte à vendre, puis c'est 0. Puis est-ce que ton point 75% d'écart, ça peut faire en sorte que, si tu prends celui à 5%, il est cher pour une raison. C'est qu'il en vend probablement ses propriétés. Ton gars qui est le moins cher, souvent, moi en tout cas en construction, le moins cher, c'est tout le temps le plus cher au final. Parce que je vois des clients qui embauchent le plus cher, le moins cher. Puis après, c'est genre, erreur là, changement. Ah, on n'avait pas compté ça, on n'avait pas pensé à ça. Puis là, ton projet à 1 million, il finit à 1,3 parce que tu as voulu aller avec le moins cher. On l'a vu, ça, le moins cher aujourd'hui en construction, là, on le sait que c'est peut-être pas de jour la bonne solution. C'est tout le temps la mauvaise solution. Et nous, c'est pareil aussi. Là. Je dis, quand on commence à parler de prix, OK, ça ne regarde pas parce que mon coffre d'outils, mes gens avec qui j'amène avec moi, OK, vont me donner des informations, OK, que personne d'autre va obtenir. Exact. OK? Ça fait 30 ans que tu es dans le marché. Ben oui, mais je parle de toi aujourd'hui, OK? On se parle, tu me réfères des dossiers, je t'amène de la business. Là, après ça, je t'appelle, puis je te demande un prix de construction que tu as fait la semaine passée. Il est sur ton bureau, le dossier. Tu as déjà l'Excel, tu as vérifié tes prix. Tu sais qu'est-ce que construire un 100 000 pieds de 38 pieds, comment ça coûte. Tu le sais. Fait que c'est pas difficile pour toi. Je ne te demande pas des miracles. Je le sais que tu l'as fait. À l'inverse, moi, cette information-là, je ne l'ai pas.
Tu comprends? Exact. J'ai peut-être des chiffres de l'an passé. Parce que Altus a fait ça. Là. Justement, Il y a exact. son coût de construction qui sort à chaque année. Écoute, je regardais un industriel, mettons un industriel flex, tu sais, ça varie entre 55 et 215. Attends une seconde, du pied. C'est-tu 150 ou 200 ou 225? Tu sais, c'est drôlement pas pareil, tu vois. Donc, et c'est pour ça que c'est important d'embaucher le gars de construction qui a l'expérience dans ton... C'est comme pour toi dans ton domaine. C'est important d'embaucher le gars qui a l'expérience dans ce domaine-là parce qu'on est capable de prendre des comparables qu'on a fait juste avant. Puis, tu sais, si on sait que ça va être un bâtiment similaire, le Altus, il va te donner un range énorme. Moi, je peux te donner un range un peu plus serré parce que j'ai fait un projet similaire il n'y a pas longtemps. Exactement. Exactement. Donc, avoir un prix de construction, c'est une chose, mais il faut avoir le picture. Il faut que tu aies le très macro. OK? Qu'est-ce que ce prix-là de construction va me donner à cette de cap la location? OK? Là, OK, ça me donne 22 piastres le pied de location pour avoir mon 6,5 de cap. Attends une seconde. Mes comparables sont tous à 18 piastres. Comment je vais faire? OK? Je vais louer, moi, je suis meilleur que les autres. Moi, je vais louer à 21 piastres, net, et les autres vont louer à 18 piastres. Mais moi, c'est bien plus beau, là. La brique est plus belle. Regarde, on s'en fout, là. Un industriel, c'est un industriel. Exact. Si on compare des pommes avec des pommes, OK? Si c'est un entrepôt frigorifique où je suis obligé de faire une dalle plus épaisse, je suis obligé d'avoir plus de loading dock ou avoir... Ça, c'est tous des ajustements qu'il faut faire. Mais de là, on amène... Quand quelqu'un m'engage ou engage mon équipe, il engage toutes ces années-là que j'ai faites au fil des années. Je ne suis pas plus cher parce que j'ai 30 ans d'expérience. OK? C'est le même prix que le gars qui a juste 2 ans d'expérience. C'est le même prix. Est-ce que peut-être que lui donne 1/2 de point de moins de commission va vraiment faire une différence? Je ne pense pas. Moi, je suis toujours d'avis que l'expérience, ça a une valeur non négligeable. Mais c'est pas juste l'expérience, c'est aussi le réseau que tu t'es développé parce que quand tu vas faire un deal, tu sais, t'en as déjà fait tellement de deals que souvent tu sais qui est en face, tu sais c'est qui le courtier qui représente, supposons que tu représentes le vendeur, tu sais qui représente l'acheteur, tu sais c'est qui les avocats, tu sais comment deal avec tel avocat, tu sais comment deal avec telle personne à la ville. Tu sais, du coup, ça devient tellement plus rapide et plus smooth pour toi quand tu vas avoir ton budget de construction. Tu sais, tu as plusieurs constructeurs que tu as déjà vu développer des projets sur lesquels tu as dans des dossiers que tu as été. Du coup, eux, vu que tu as déjà fait des dossiers avec eux, c'est aussi, ils te prennent plus au sérieux. C'est plus, tu sais, tu vas avoir tes réponses plus rapidement parce qu'ils ont déjà fait des dossiers avec toi. Ils savent que tu es sérieux, ils savent que tu emmènes des clients sérieux. Donc, ça te permet, tu sais, même si ça coûte un peu plus cher en commission, tu sais, le plus cher en commission, il est rendu parce que c'est plus efficace au final. La commission, c'est pas juste de ça que tu veux parler. C'est ça. Exact. On veut pas, je veux pas, quand la conversation ou la demande est toute sur la commission, bon, déjà en partant, j'ai perdu un peu d'intérêt. On manque pas d'ouvrage, là. Okay? Exact. L'idée, c'est où est-ce que je mets mon temps maintenant? Exact. Et on parlait tantôt d'un exemple de mini-entrepôt. Bon, ça, c'est on a vendu, on était à un moment donné représenté une compagnie publique qui avait des arénas, les 4 glaces à Brossard. On avait ça. Je représentais l'entreprise pour vendre les 4 glaces. C'est évident que le bâtiment avait besoin pas mal d'amour. Okay? Beaucoup de TLC n'étaient plus là. C'était une business qui fonctionnait moins. Donc, on avait ça à vendre. Brossard est une ville très populaire et très en demande. Ouais. Mais en demande dans quoi? Dans du terrain commercial, dans du multirésidentiel, à peu près tous les niveaux. Mais on voyait que ce bâtiment-là devait changer de vocation. Le zonage était strictement commercial de loisirs, mettons. Il fallait changer de zonage. Donc, on avait un zonage qui était très pointu. En plus, j'étais sur Tachereau, j'avais juste un accès sur un côté, il n'y avait pas de lumière. Donc, quand j'arrivais, mettons, de l'ouest, je ne pouvais pas tourner à gauche pour accéder au Cadlas. Il fallait faire un U-turn à la ville. Ça m'enlevait un peu de valeur commerciale, ça. Donc, je cherchais quelqu'un qui... C'était plus une destination que... Et finalement, on a vendu ça à Patrick Morin,
OK, qui a fait un centre de travaux de rénovation. Il a pris ce bâtiment-là, il a retravaillé l'intérieur et si vous passez aujourd'hui, c'est Patrick Morin. Donc ça, il fallait que déjà, quand l'acheteur s'est présenté, on fallait lui dire déjà qu'on n'avait pas le zonage. OK? On avait préparé le vendeur en conséquence. On a trouvé la bonne personne, l'urbanisme, pour le représenter. Il l'a rencontré, il l'a engagé et l'urbaniste a réussi avec le temps de changer le zonage. Donc, la transaction s'est réalisée lorsque le zonage a été mis en place. Mais il fallait, pendant ce temps-là, attacher la propriété. Et pendant ce temps-là, en plus, Patrick Morin a été vendu, l'entreprise. Donc, il y a eu... Donc, tous ces points-là, c'est de la négociation entre un acheteur et un vendeur tout le temps. OK? Tu n'as pas le choix. Puis si une des parties s'objecte, moi non, moi je ne veux plus donner de temps, il faut qu'il donne des dépôts à être perdus. Aussitôt qu'il y a de la friction, c'est la job du courtier. Un autre dossier qui était Cascade, on a un terrain à vendre qui est un terrain avec une rivière qui passe en plein milieu à Saint-Jérôme. On a vendu ça à un développeur qui était résidentiel, mais qui faisait aussi de l'industriel. Et il a changé le terrain en industriel et une partie en résidentiel aussi. Mais on savait que le groupe Cascade avait était allergique au délai. Donc, on a commencé, on a expliqué ça à notre acheteur. Je dis, écoute, je le sais que tu vas me revenir avec des délais parce qu'il y a des changements majeurs à faire au niveau du zonage, la biologie, c'était pas clair. Donc, on a convaincu l'acheteur de faire un rapport mensuel, OK, sur l'avancement de chacune des étapes, OK, qu'on soumettait tous les mois. Ça a duré presque 12 mois, ça. C'est beaucoup d'argent pour l'acheteur. Faire un rapport mensuel. Et on l'a fait. Et quand on est arrivé à la fin, on a demandé un délai. On avait expliqué à ce moment-là à Cascade, regardez, c'est ça qu'on a dit à l'acheteur, de soumettre ces rapports que vous avez en main. Il a accepté de prolonger à ce moment-là. Et on a réalisé la transaction. Donc, encore une fois, c'est la job du courtier. Le coach, là, en arrière du banc, là, à chaque minute, il faut que lui, c'est peut-être un peu plus rapide, mais il faut qu'il prenne les décisions. Qui je mets pour la mise au jeu contre tel autre joueur? Ouais. Quel gardien de but que je mets? Change-tu le gardien de but? On a vu ça dernièrement. Tu sais, est-ce que je le change pas? Ça va briser la chimie de l'équipe. Mais ton équipe à toi, là, c'est la même affaire. Mon équipe de tous ces spécialistes-là, il faut qu'ils s'entendent avec mon propriétaire. C'est beau, toi, comme constructeur, on s'entend ensemble, mais il faut que tu t'entendes avec le propriétaire. Exact. Tu me rends service à moi, tu me donnes un prix, mais maintenant, là, il faut que tu ailles faire ta vente auprès de... C'est pas moi qui va faire ta vente pour toi. Je ne vais pas dire à mon propriétaire, prends-lui absolument. Non, je suis d'accord. Il faut que tu t'entendes avec, parce que moi, je ne veux pas être responsable du paiement, des frais, tout ça. Exact. Tu t'entends. Moi, mon deal est facile. Je suis payé par le propriétaire parce que j'ai un contrat de courtage. Si je vends le terrain, je réalise ma vente, je réalise mes honoraires. Toi, c'est pas au courtier à payer tes honoraires. Exact. Tu me rends service en me donnant des informations, je te rends service en t'introduisant à un propriétaire. Il faut que tu ailles faire ta vente. C'est ma job de faire ce que je veux faire. Exact. Et je demande à tous mes fournisseurs, à toute mon équipe de faire la même affaire. Ouais, je suis 100% d'accord. Parce que je ne veux pas non plus, tu sais, c'est toujours la décision du client final. Au final, de décider avec qui il s'en va. Tu ne vas pas dire à un courtier, tu travailles avec moi, maintenant tu dois travailler avec tel entrepreneur. Tu sais, ça ne fait pas de sens. Non. Exact. Donc, et peut-être que des fois, le propriétaire va vouloir avoir d'autres prix, il va vouloir comparer. Puis des fois, il a son équipe à l'interne. Des fois, tu sais, ça dépend vraiment du profil du vendeur ou de l'acheteur, peu importe. Mais ce que j'aime bien, ce que tu mentionnais justement, c'est avec ton expérience, maintenant, tu es aussi capable de gérer les attentes des parties. C'est un peu comme disait le coach derrière, qui est capable de gérer les attentes des deux parties pour pouvoir réaliser un deal. Parce que c'est tellement... Je crois que c'est Shlomo qui me disait que tu as comme énormément de deals qui tombent à l'eau parce qu'il y a une des parties qui n'a pas vraiment des attentes raisonnables par rapport à un deal. Et du coup, un deal qui aurait pu se réaliser si chacun des parties avait des attentes raisonnables, au final, c'est pas réalisé à cause d'un manque d'attente. Puis tu es aussi capable de filtrer les gens qui sont venus juste là pour perdre le temps. Tu vas pas commencer à passer 10 heures à parler à quelqu'un que tu sais
qui n'a pas le capital derrière pour acheter ton immeuble ou qui est nouveau sur le marché. Tu sais, on l'a jamais entendu parler. Tu sais, tu vas faire plus de due diligence sur un nouveau sur le marché que quelqu'un qui est plus... Tu sais, tu as un bon point que tu amènes, Swan, c'est que le vendeur, quand il m'engage, je vais qualifier chacun des acheteurs. OK? Donc, je mets à profit mon expérience et l'expérience de mes confrères de travail qui sont dans le même bureau ou ailleurs, un gars comme Shlomo avec qui j'ai travaillé chez NAI Terramont. Si je ne suis pas certain de telle personne, je vais appeler le courtier qui a fait la transaction peut-être il y a 2, 3, 5 ans avec tel groupe. Qu'est-ce que tu en penses? As-tu eu de la misère avec cette personne-là? Exact. OK? Donc, on est un domaine, on n'est pas... il n'y a pas 50 000 personnes. Non, exactement. S'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a quelqu'un qu'on connaît qui, lui, connaît cette personne-là. Exactement. OK? Exactement. Donc, oui, LinkedIn, c'est bien utile parce que là, on voit, regardons ça, telle personne connaît telle personne. Parfait, on fait affaire avec, on l'appelle et on se renseigne. Mm-hmm. Et une des choses aussi, notre téléphone, vous le savez, hein, toi, tu es pareil, on a un portable, on est rejoignable en tout temps. Combien de fois ça m'est arrivé d'être pris dans une situation où je n'ai pas la réponse? J'ai une fois, je suis en train de... J'essaie d'avoir le mandat sur un bâtiment industriel. J'ai un problème de plan. Je n'ai pas les derniers plans. Je regarde un groupe de construction que je connais. Je prends le cellulaire, je l'appelle un dimanche après-midi. Le gars, il était en France, en vacances. Il a répondu à mon appel. Un dimanche après-midi, il fait nuit en France. Hein? Je ne sais même pas. Dimanche après-midi, il était peut-être dimanche soir pour lui. Exact. Tout ça pour dire que, oui, j'ai les plans. Demain matin, je vais te les envoyer. Le lendemain matin, j'ai reçu le set de plans en PDF au complet. Ce que je veux dire, ça fait partie. Le client qui m'engage, c'est ça qu'il fait. C'est ça que j'ai dans mon téléphone. Tu sais, comme nos téléphones, comment on a de contact. Exact. OK? On a le portable de quelqu'un et j'appelle pas ces personnes-là en tout temps pour leur demander plein d'affaires. Une fois de temps en temps. Et si quelqu'un fait pareil avec moi et je vois son nom sur l'afficheur, ça va me faire plaisir de l'aider si je suis capable de le faire. Exact. Pour moi, c'est une information facile. Comme tantôt, on parlait de toi. Ton prix que tu as fait la semaine passée sur ta construction, tu sais comment ça coûte. Et voilà. C'est un peu la même approche que j'ai, par exemple, avec des designers, des architectes. C'est qu'eux, ils sont tout le temps en préliminaire. Puis ils ont tout le temps, leurs clients, ils ont besoin d'un budget, mais c'est quoi, si tu mets la poule ou l'œuf avant, est-ce que j'ai le prix avant ou est-ce que j'ai les plans avant? C'est tout ça qui est un peu compliqué. D'où, pour revenir sur le point qu'on disait que d'embaucher quelqu'un d'expérience, moi, je peux arriver, on fait beaucoup d'aménagements commerciaux, donc bureau, clinique, restaurant. Moi, je peux arriver à l'architecte, le designer d'intérieur et lui dire, check, j'ai fait quelque chose de similaire il y a 6 mois, ça ressemble à ça, on a fait à peu près ça. Puis, les coûts, tu peux t'attendre à peut-être $250 du pied carré, $300 du pied carré, dépendamment du projet que tu veux faire. Mais au moins, l'architecte et le designer, ils ont les outils pour approcher leur client pour que le client puisse planifier en conséquence son budget, puis savoir est-ce que ça vaut le coup que je paye pour des plans si j'ai même pas le budget pour faire le projet final. Donc, c'est un peu comme toi, tu fais avec les acheteurs, qualifier l'acheteur, de vérifier que l'acheteur, il a quand même le budget avant de s'embarquer dans toutes les démarches pour pas perdre le temps de ton vendeur et pour pas perdre le temps du courtier, de l'autre courtier qui représente à côté aussi, si c'est pas qualifié. Mais le bon travail à faire au tout début d'un mandat, c'est de trouver est-ce que les données qu'on a actuellement ont du sens. Parce que si je ne le fais pas, et je m'en vais tantôt à l'exemple que je te donnais d'un terrain qui vaut 2 millions, puis là, tu essaies d'avoir 5 millions, j'envoie ça à mes clients. Qu'est-ce qu'ils vont me répondre? Richard, as-tu fait les chiffres? Là? Ça n'a pas de bon sens ce que tu me donnes là. OK? OK? Il faudrait construire à 50% du prix et louer plus cher que le marché. Attends 10 ans. Dans 10 ans, ça va être bon. OK? Mais si, de l'autre côté, en faisant ce travail-là, je protège le temps de moi et de mon équipe exact. Et de mes contacts. Exact. OK? Je ne vais pas t'appeler sur un dossier qui n'a pas de bon sens. Exact. Donc,
Ça fait partie et les gens, les courtiers, les jeunes courtiers, parce que j'espère que les jeunes courtiers vont écouter ce vidéo-là, puis ils peuvent apprendre que quand j'entends quelqu'un qui fait de l'immobilier commercial, il me répond « Ah, je ne suis pas bien bon avec Excel. Oh, j'aime pas les chiffres, moi. » Attends une seconde. Là. Comment tu fais pour vendre de l'immobilier commercial si tu n'as pas... C'est juste des chiffres. C'est des chiffres, beaucoup. OK? Donc, si tu n'es pas bon, suis tes cours, améliore-toi, mais ça va faire partie de ton travail. Okay. Je suis un peu, des fois, ça me rend fru, là, d'entendre des commentaires. Comme j'ai dit avec SIOR, on fait beaucoup des formations à chaque année très spécialisées J'allais sur des justement rentrer sujets. dans ce sujet-là, donc tu fais bon segue. OK, tu vois, j'étais en train de lire ton script. Puis, donc, SIOR, Society for Industrial and Office Realtor. Tu vas me dire, c'est quoi? C'est un regroupement professionnel, OK, mondial, OK, de courtiers, OK, qui ont une formation spécifique, de l'expérience spécifique, OK? Et on n'est pas au Québec, on est peut-être 35. Au Canada, on est peut-être 200, 250. Il y en a 3000 dans le monde. Tu vas me dire, ouais, c'est beaucoup. Bien, beaucoup dans ton secteur, pas vraiment. Ça fait partie des critères de choix. Il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis, quand une entreprise publique ou une grande entreprise donne un mandat de vente, mettons, ou d'achat à un courtier, c'est le critère de base. Est-ce que la personne, elle est SIOR? Non? Bon, OK. Tu ne peux pas appliquer. Ça te prend ça. Je veux faire mes états financiers de mon entreprise. La moindre des choses est de demander si la personne est un CPA. Je veux faire les plans pour mon entreprise. La moindre des choses, est-ce qu'il est membre de l'Ordre des architectes du Québec? Tu comprends? Dans la construction, est-ce que tu es... c'est quoi? RBQ. La RBQ, est-ce que son permis de la RBQ? C'est des critères de base. OK? Exact. Donc, vérifier le message qu'on donne, vérifier. Maintenant, tu n'es pas SIOR, l'autre désignation que j'ai, c'est CCIM, Certified Commercial Investment Member. So, c'est la portion investissement de l'immobilier. Ce sont les deux désignations professionnelles, OK, reconnues dans l'immobilier. Donc, si tu n'as pas ces formations-là, mais va les suivre. Travaille pour t'obtenir. Ça prend un minimum de 5 ans d'expérience, mais l'idée, c'est de suivre cette formation-là et de mettre ça à côté de ton nom. Oui, c'est des frais à chaque année, comme tous les autres permis qu'on a, les courtiers immobiliers. Ouais, ça te donne un certain accès à certains deals. C'est ça, l'OACIQ, il faut être membre de l'OACIQ. C'est la base. Est-ce que tu as été voir à l'OACIQ s'il y a eu des plaintes sur toi? Est-ce que j'ai été voir à la RBQ s'il y a des plaintes? Si la licence, elle est valide. Exactement. Donc, tous ces critères. Est-ce qu'on fait notre travail? Donc, si j'ai un mandat à donner à quelqu'un, la moindre des choses, aller vérifier ces données-là. OK. Donc, SIOR, ça fait partie des formations comme le Real Estate, Montreal Real Estate Forum, il y a Toronto, le Forum immobilier à Montréal, à Toronto. Il y a plein de formations. Donc, comme courtier, informe-toi, suis ces formations-là, puis continue à travailler sur toi comme individu de confiance, individu de connaissance, et amène ça. On le voit maintenant. C'est pas vrai que tu peux te donner, tu vas recevoir un mandat, un beau mandat, juste sur ton nom. Ça fait partie des critères, mais tu dois amener avec toi ce bagage-là. Si toi, tu ne l'as pas, embarque dans une équipe qui est avec toi, qui va te permettre d'avoir plus de connaissances. D'avoir accès à un plus gros réseau, d'avoir des gens qui peuvent Avoir t'aider. accès à des réseaux, exactement. Travailler sur ton réseau, c'est pas évident non plus, là. OK? Rencontrer des compagnies de construction, rencontrer des architectes, des urbanismes et les compagnies qui font les tests environnementaux, la même affaire. Tu en as plusieurs, tu sais. Fait que c'est toutes des choses que tu dois avoir sous la main assez rapidement. OK. Puis du coup, maintenant, on a quand même pas mal fait un peu le tour de ce que tu fais, des clients avec qui tu travailles. Est-ce qu'on pourrait juste faire un petit résumé, tu sais, pour conclure?
quel type de mandat sur lequel tu travailles? Tu sais, on est un peu général là, vu que tu prends beaucoup quand même de mandats. Puis ensuite, tes clientèles cibles, puis où ils peuvent te trouver, tu sais, peut-être LinkedIn, Instagram, Facebook, si ça dépend. Puis je mettrai tout ça de toute façon en description. Même si tu as des événements bientôt qui s'en viennent. Oui, ça oui. aussi. Écoute, au niveau du travail, les outils qu'on utilise actuellement, que ce soit CoStar, LoopNet, tu as Centris, naturellement, tu as de plus en plus. Pendant longtemps, des années, les courtiers commerciaux, immobiliers commerciaux, n'utilisaient pas Centris. On utilise pas mal tout, on est pas mal tous membres maintenant de Centris parce que c'est une option qu'on doit payer pour. OK? OK, C'est je pas vois. toutes les firmes qui le sont. OK, OK? je vois. Donc, maintenant, donc Centris, tu trouves beaucoup d'informations, mais c'est important de dire aux gens, abonnez-vous, c'est gratuit ça, aux bases de données donc on va émettre un listing, une nouvelle propriété à vendre, et on va l'envoyer à nos bases de données en premier, OK? Pour tranquillement être diffusé sur, comme tu dis, LinkedIn, Instagram, Facebook. Centris ou CoStar ou Ouais, ou LoopNet. LoopNet, ouais. Toutes ces données-là vont être diffusées tranquillement, mais c'est dans les bases de données que souvent on trouve notre acheteur. OK? Ou c'est OK. toi que tu dis, ben moi, je recherche un terrain commercial ou un terrain industriel. Dernièrement, je te donne un exemple. On a un épicier qui, donc c'est du retail. On l'a servi au fil des années pour grandir, une épicerie spécialisée. Et on avait trouvé un grand terrain, OK, avec l'épicerie qui était le bon zonage, mais le terrain était excédentaire. Donc, une fois qu'il est devenu propriétaire, on a vendu la portion excédentaire pour lui. Nouveau certificat de localisation, nouveau test de sol, un zonage approprié, servitude de passage pour sa livraison, servitude d'enseigne parce qu'elle n'était pas négociée encore. Donc, tous Ah, ces OK. petits éléments-là, on l'a accompagné. Ouais. Donnant cet exemple-là. Sur quoi je travaille actuellement? Écoute, on est à la recherche plus de ces projets-là. Les projets d'envergure multirésidentielle, c'est ce qui m'allume actuellement. C'est ce que j'aime travailler. Donc, tu as un terrain d'1 million de pieds carrés sur la rive nord où on est actuellement, ou la rive sud, ou dans un secteur qui n'est pas encore top, tu comprends? Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là? OK? Donc, si vous, propriétaire, vous avez ce genre de propriété-là, ça va me faire plaisir de travailler avec mon équipe sur ce terrain-là, sur votre propriété. All right, parfait. Merci beaucoup, Richard. Bien, merci beaucoup, Swan. Très gentil. Très apprécié.